Bonjour à tous et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez apprécier son contenu. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux 7 principaux dirigeants ayant eu un rôle majeur en France depuis le début du 19e siècle. Tout d'abord, nous allons nous intéresser à Napoléon Ier. Il est élu en 1799 jusqu'à 1804. En moins de 5 ans, Napoléon Bonaparte a réformé la France dans des proportions considérables. Tout d'abord, par exemple, quelque chose de tout bête, la numérotation des rues. Comme beaucoup de monde, votre adresse postale est du style 12 rue de quelque chose. Le numéro qui précède le nom de votre rue fut instauré par Napoléon durant son règne. Le but n'était pas de mieux distribuer le courrier ou quelque chose d'autre, mais de mieux organiser la collecte de l'impôt, qui servait à financer les batailles que l'empereur menait aux quatre coins de l'Europe. Ensuite, nous avons la vente de la Louisiane aux États-Unis. Si les États-Unis sont la deuxième puissance mondiale, aujourd'hui c'est grâce à Napoléon qu'ils ont un tel territoire. Il leur a vendu l'État de Louisiane qui appartenait alors à la France. À l'époque, la Louisiane représentait la moitié du territoire américain tel que nous le connaissons aujourd'hui. Ensuite, nous avons le baccalauréat. Ce diplôme fut inventé par un décret que Napoléon a mis en place au mois d'octobre 1808. Ensuite, nous avons le célèbre Code civil. C'est probablement l'une de ses plus remarquables contributions à l'humanité. Sous l'Ancien Régime, chaque région française dictait ses propres lois, ce qui avait pour conséquence de compliquer les relations entre les différentes contrées du royaume. Au début de la Révolution, les députés français prennent la décision de rédiger un code commun à l'ensemble des citoyens. Ce code ne fut rédigé qu'en un mois. Cependant, il ne fut mis en application qu'au lendemain du coup d'État, du 19 Brumaire, ou plus simplement le 10 novembre 1799, où Napoléon clôt la Révolution pour instaurer le consulat, où il est lui-même consul. Dès qu'il prit le pouvoir, il nomma une commission de 4 magistrats pour faire une synthèse du projet rédigé durant la Révolution. Après 109 séances de discussion, le Conseil d'État promulgue le Code civil le 21 mars 1804. Ensuite, il y a l'Arc de Triomphe. Bien sûr, la carte postale de Paris fut érigée sous les ordres de l'empereur corse. Ce lieu avait pour lui une portée doublement symbolique. Dans un premier temps, au lendemain de la bataille d'Austerlitz, considéré comme le chef-d'œuvre tactique et militaire de Napoléon, le but était de perpétuer le souvenir des victoires de l'armée française. Dans un second temps, avant l'agrandissement de Paris vers 1860, le terrain sur lequel fut construit l'Arc de Triomphe était à la frontière de la ville et offrait un accès privilégié à la résidence de l'empereur, qui était le palais des Tuileries bien sûr, situé au bout des Champs-Élysées. En plus de l'aspect commémoratif, l'Arc de Triomphe constituait aussi la porte d'entrée dans la maison de l'empereur. Ensuite, nous avons quelque chose de très bête, comme le ramassage des ordures. À la fin du XVIIe siècle, éclot le mouvement hygiéniste soupçonnant l'air de véhiculer toutes sortes de virus et microbes qui peuvent être dangereux pour la santé, comme maintenant le coronavirus. C'est par un décret publié le 15 octobre 1810 que Napoléon instaure le ramassage des ordures, afin de diminuer le risque de virus créés par des mauvaises odeurs contenues dans l'air. Ensuite, nous avons les lycées. C'est en 1802 qu'il crée le premier lycée afin que les pères de famille se concentrant davantage sur leur travail et moins sur l'éducation de leurs fils. Cette éducation est assurée principalement par l'État dans le but de rendre l'enfant apte à occuper des fonctions militaires ou administratives ou alors à aider ses parents dans l'accomplissement de leurs tâches. Ensuite, dans la continuité, nous avons les universités. Après la progression de l'enseignement secondaire parmi la création des lycées, Napoléon veut aller plus loin en créant une institution forte qui porte son nom, l'université napoléonienne. Les premières universités françaises voient leur jour en 1806, plus de 40 ans après l'ouverture de l'université de Corse, par Pascal Paoli. Après, nous avons les départements. Pour faciliter l'administration au sein du royaume, l'Assemblée décide de découper la France en 83 départements. Leur taille est établie de façon à ce que chaque citoyen puisse accéder à son
chef-lieu en une journée de cheval. Et pour finir, nous avons la Légion d'honneur. Enfin, Napoléon Bonaparte crée le 19 mai 1802 l'Ordre national de la Légion d'honneur. Le but est de récompenser les mérites des citoyens, qu'ils soient civils ou militaires, pour les bonnes actions qu'ils ont établies. Plus de 200 ans après, plus de 93 000 personnes ont reçu la Légion d'honneur. Comme second dirigeant, nous allons parler de Louis-Napoléon Bonaparte, dit Napoléon III, qui fut président et empereur de 1848 à 1871. Le président gouverne donc avec l'aide d'un conseiller des ministres et une assemblée nationale législative, discutant et votant les lois. Les 20 et 21 décembre 1851, Louis-Napoléon Bonaparte demande aux Français s'ils approuvent son coup d'État lors d'un plébiscite. Les électeurs doivent répondre par oui ou par non à une question. 76% des votants acceptent le coup d'État et confirment ainsi Louis-Napoléon Bonaparte au pouvoir. En janvier 1852, une nouvelle constitution donne le pouvoir 10 ans au prince-président. À partir de 1860, Napoléon III gouverne de manière plus ouverte. C'est le temps de l'Empire libéral. Le corps législatif peut proposer de nouvelles lois, demander au gouvernement de justifier ses choix politiques. Et des comptes rendus des discussions peuvent paraître dans les journaux. La censure est moins forte cependant. De nouveaux journaux parfois opposés au régime sont créés, et la liberté de réunion est rétablie. Louis-Napoléon s'est souvent intéressé aux questions sociales, à la pauvreté et au chômage, à l'éducation ou à l'économie. Devenu empereur, il crée les retraites pour les fonctionnaires, favorisant les sociétés de secours mutuelles ou encore le logement populaire. Il a autorisé le droit de grève en 1864. Avec son ministre de l'Éducation, Victor Duruy, il prend l'enseignement primaire obligatoire. Il rend l'enseignement primaire et obligatoire gratuit et ouvre l'enseignement secondaire aux filles. Il se préoccupe de l'essor de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, en encourageant la création de banques comme le Crédit Lyonnais ou la Société Générale, qui existent toujours aujourd'hui. Napoléon III favorise le développement du chemin de fer, ce qui permet le transport des matières premières pour les usines, celui des marchandises et des personnes. Comme il a vécu longtemps en Suisse, en Angleterre, en Allemagne et aux États-Unis, il s'intéresse beaucoup aux relations économiques et politiques entre pays. Il encourage le commerce en signant en 1860 avec l'Angleterre un traité de commerce du libre-échange. Ces deux pays acceptant la circulation des matières premières et des produits sans payer de taxes. Napoléon III engage ainsi de grands travaux pour améliorer la vie dans les villes avec le baron Haussmann, très connu. Il a même une rue à son nom dans Paris, qui est préfet de la Seine. L'empereur transforme donc Paris, qui a 2 millions d'habitants, grâce à de grands boulevards qui sont percés et de somptueux immeubles qui y sont. En guise de troisième dirigeant, nous avons Adolphe Hitler, premier président de la Troisième République, de 1871 à 1873. Après l'écrasement de la Commune et la signature de la paix, le régime reste toujours à définir et la grosse majorité des députés ne veut pas la République. Le processus d'union des monarchistes s'accélère. Pierre profite de la situation pour faire encore patienter les monarchistes et s'assurer plus solidement les commandes de l'État. C'est un spectacle curieux de voir comment il s'occupait des plus petits détails sans s'y égarer et en conservant toujours son esprit libre pour les grandes affaires et les vues d'ensemble. Toutes les dépêches passaient sous ses yeux. Il voulait savoir minute par minute l'état de la France, celui de l'Europe et toutes ses relations avec le chancelier de l'Empire et avec le moindre général des corps d'occupation. Il avait tous les jours des conférences avec le ministre de l'Intérieur, le ministre des Finances. Il faisait venir le gouverneur de la banque et les grands financiers. Le 15 mars 1873 est signée la convention d'évacuation définitive des troupes allemandes. Puis le 17 mars 1873, il est salué par l'Assemblée nationale comme libérateur du territoire. Car pour rappel, la France et la Prusse étaient en conflit durant la guerre. En se ralliant à la République, Thiers a ouvert la voie à une alliance des orléanistes libéraux, c'est-à-dire centre droit, et des républicains modérés,
c'est-à-dire du centre-gauche, qui par la voie de l'opportunisme, le mot désigne les républicains modérés par opposition aux républicains radicaux. Et il va fonder la Troisième République. Ensuite, nous avons Émile Loubet, qui fut président de 1899 jusqu'à 1906. Dans un contexte d'opposition virulente à la République, de la part des nationalistes et des royalistes, et de polémiques anti-religieuses de la part des radicaux et des socialistes, Émile Loubet tente l'apaisement en se tenant à ses pouvoirs constitutionnels limités. La présidence de Loubet est l'une des plus stables de la Troisième République, avec seulement 4 présidents du Conseil. Le septennat d'Émile Loubet est le théâtre de décisions marquantes dans l'histoire de la République française, grâce la grâce du capitaine Dreyfus, la promulgation de la loi sur les associations, et surtout la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des églises et de l'État, définissant le cadre général de la laïcité en France et imposé au président par la majorité radicale et socialiste. Son septennat est aussi marqué par une intense activité diplomatique, avec d'une part l'alliance franco-russe. Il reçoit en effet Nicolas II en septembre 1901 avec les fameuses manœuvres de Bétheny et se rend en visite officielle en Russie en 1902. Loubet améliore aussi les rapports tendus avec l'Italie, avec laquelle il signe en 1900 un accord reconnaissant les intérêts italiens en Libye, en échange de la reconnaissance du protectorat français sur le Maroc. En 1901, il reçoit la plus haute décoration italienne, l'ordre de l'Annonciata Dei. En 1904, à la suite de la visite du roi Victor Emmanuel III à Paris, il effectue une visite d'État à Rome. Il s'agit de la première visite officielle en Italie d'un chef d'État catholique. Ensuite, nous arrivons au niveau de la Première Guerre mondiale. Et pendant la Première Guerre mondiale, le président était Raymond Poincaré, qui fut président de 1913 à 1920. Son mandat de chef d'État va évidemment être marqué par cette guerre. Lors de son voyage officiel en Russie, du 13 au 23 juillet 1914, afin de renforcer les alliances, Raymond Poincaré soutient la loi des 3 ans, qui prolonge le service militaire à 3 ans. Le 4 août, son message est communiqué aux chambres par René Viviani. La France sera héroïquement défendue par tous ses fils, dont rien ne brisera devant l'ennemi. Bien sûr, il n'hésite pas parfois au péril de sa vie à venir au front, essentiellement dans la Meuse et dans la Somme, afin de juger du moral des troupes et des populations déplacées. Sa présidence sera essentiellement basée sur la Première Guerre mondiale. C'est pour cela que nous n'avons pas autre chose à côté. Ensuite, évidemment, nous avons le prestigieux, le célèbre Charles de Gaulle. Il fut président de 1959 à 1969. Il est le deuxième président préféré des Français de la Ve République, après Jacques Chirac. Il est le héros de la Seconde Guerre mondiale et figure majeure de la France. Le 10 juin 1840, son appel aux Français est très célèbre. Au micro de la radio Londres, le programme en langue française de la BBC, le général appelle tous les officiers et les soldats qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient s'y trouver à le rejoindre et à continuer les combats. Cet appel est l'acte fondateur des forces françaises libres, dont De Gaulle prend la tête. Le 9 septembre 1944, un gouvernement provisoire est fondé, présidé par le général. Il y a aussi la signature des accords d'Évian, acceptés par référendum en France et en Algérie, qui accordent l'indépendance de celle-ci, libérée de la guerre d'Algérie mais non de ses séquelles. Le 22 août 1862, le général propose l'élection du chef de l'État au suffrage universel, afin de lui assurer une légitimité nécessaire face aux députés. Nous avons aussi en 1963 le traité de l'Élysée entre la France et l'Allemagne fédérale pour renforcer l'amitié entre ces deux pays suite à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il renforce aussi la CE, l'ancêtre de l'UE, avec la politique agricole commune en 1963. Et pour finir, nous avons évidemment Jacques Chirac.
élu de 1995 à 2007. Il est élu sur 2 mandats, un de 7 ans et un autre de 5 ans, d'où il est réélu en 2002. 79% des Français interrogés par Odoxa pour France Info et Le Figaro se souviennent que Jacques Chirac comme un bon chef de l'État. Jacques Chirac a donc en effet créé l'UMP. La création de l'UMP s'est voulu être le grand rassemblement des forces politiques de la droite et du centre. Il est aussi à la tête de l'opposition de la guerre en Irak. Les arguments de l'opposition comprennent la conviction que la guerre est illégale en vertu de la Charte des Nations Unies, ou encore que cette intervention risque de contribuer à l'instabilité au sein de l'Irak et plus largement du Moyen-Orient. Il met aussi fin au service militaire obligatoire. De fait, le service national est remplacé par un service volontaire pour une durée variant de 1 à 5 ans. Il y a aussi le passage du septennat au quinquennat. Il s'agit d'une mesure limitant la possibilité de cohabitation, comme il y a eu entre Mitterrand et Jacques Chirac. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cela vous a plu. À une prochaine fois pour une nouvelle vidéo.